La question du sionisme n'est pas une question historique, c'est une question très vive. Et j'ai un petit peu développé pourquoi c'est aujourd'hui le sionisme qui est à l'œuvre pour détruire et fragmenter la Palestine. Et pourquoi, de mon point de vue, il n'y a pas de sionisme à visage humain, et pourquoi une paix ne me paraît pas possible avec le sionisme. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on arrive en Israël à une désionisation ou à un post-sionisme ou à un dépassement ou une rupture avec le sionisme. J'ai un petit peu essayé d'expliquer les très très nombreux aspects du sionisme qu'on oublie toujours en les isolant, comment le sionisme est un nationalisme pas comme les autres parce qu'il a inventé le peuple, la langue et la terre, comment c'est un colonialisme mais pas comme les autres parce que il ne vise pas à exploiter le peuple palestinien, il vise à l'expulser, la fameuse théorie du transfert. J'ai évoqué plusieurs passages du sionisme, comment d'un point de vue juif, il est une manipulation de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Je précise que dans le J de UJFP, mon judaïsme est entièrement rattaché au génocide nazi, puisque mes parents étaient résistants, déportés en ce qui concerne mon père, avec une famille exterminée, et comment quelque part le sionisme a réécrit toute une histoire pour les juifs. J'ai développé l'idée qu'il n'y a eu ni exil des juifs, ni retour, et que quelque part, le fait que le sionisme se réclame de l'antisémitisme et de la persécution historique des Juifs est une escroquerie. J'ai un peu expliqué que sionisme et antisémitisme se nourrissent l'un de l'autre et que le sionisme ne combat pas l'antisémitisme. Il en a besoin en permanence pour pouvoir justifier sa fuite en avant, criminelle contre les Palestiniens et suicidaire pour les Juifs et pour les Israéliens. Ma première question, ce serait sur ça, je suis assez frappé de voir à quel point des gens vous aiment, vous apprécient, vous estiment, et d'autres, au contraire, ne vous aiment pas, pour dire ça comme c'est un euphémisme. Vous avez beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens, il y a eu des livres à charge, il y a eu des articles à charge, et je voulais savoir comment vous expliquez ce déferlement de haine contre vous. Je ne prends pas la peine ni le temps de l'expliquer, pour être franc. Ouais. Donc je n'ai pas de théorie là-dessus et pas non plus de vraie explication. Ça ne m'intéresse pas, étrangement. Oui, vraiment. Oui, ça n'est pas une bravade. C'est la vérité. Je m'y pencherai un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Ça me barbe, ça ne m'intéresse pas. Les livres à charge dont vous parlez, je ne les trouvais pas... Comment vous dire? Il manquait tragiquement de talent, il manquait d'informations. C'était une charge qui était presque bête parfois, vous voyez. Donc ça ne m'amuse pas. Il n'y a pas des critiques qui vous touchent parfois, venant par exemple d'amis ou de collègues dans le monde universitaire D'amis, une critique venant d'un ami, oui. Je ne sais pas à laquelle vous faites allusion, mais s'il y en a, bien sûr que une critique venant d'un ami, ça m'affecte. Une critique venant de quelqu'un qui n'est pas un ami mais que je respecte, ça me trouble et ça me contrarie. Mais pas... Alors l'émission que j'ai faite là sur la télévision, bon, c'est l'émission où j'étais tout seul devant la caméra, personne ne m'emmerdait, personne ne me posait des questions. C'est pas pour moi l'idéal de la télévision. J'aimerais mieux avoir une discussion avec un type, je sais pas si on me dit vous allez parler avec Chomsky demain, d'ailleurs je vais le faire. Bien sûr, ça m'intéresse, mais discuter avec Bernard-Henri Lévy ou avec... j'ai aucune envie. Je sais d'avance ce qu'il va dire. D'ailleurs, ça lui ferait tellement d'honneur, il en tomberait malade si je disais oui à une discussion avec lui. Il m'a supplié 100 fois. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de parler avec certaines personnes, c'est que toute leur vie, ils diraient, voilà, j'ai parlé avec Bourdieu. Bourdieu m'a insulté même, je pense qu'il s'en vanterait. Bon, ça c'est très arrogant, mais c'est vrai. Voilà. Il le sait, lui, que c'est vrai.
Tragique. Premier extrait choisi, Bernard-Henri Lévy, qui arrive à une émission de télévision, je crois que c'était en Belgique, et qui reçoit une tarte à la crème. Et voici la réaction de Bernard-Henri Lévy, montée par nos soins, à la demande de Pierre Desproges. Alors, allez, s'il vous plaît. Lâchez-le, lâchez-le, là-bas. C'est vous qui mettez, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lui. Lève-toi, lui. J'écrase avec le poing. Lâchez-le, lève-toi là-bas. Lève-toi, lui. J'écrase avec le poing. Arrête-le. Lève-toi, lui. J'écrase avec le poing. Tout est maintenant. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lui. Lève-toi, lui. J'écrase avec le poing. Tout est maintenant. La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, je veux dire, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, laisse vite, je te casse la gueule. Hein. C'est bien qu'on voit ça, il faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. Oui, vous avez dit hier lors de la cérémonie que vous ne faites pas une tchouva depuis l'écriture de ce livre, vous faites qui veut dire un retour, donc vous faites une tchouva depuis 40 ans, 45 ans. Le retour pour moi, il commence en 1979 quand j'écris Le Testament de Dieu, qui est mon premier livre juif, commenté et salué par Emmanuel Levinas à sa sortie, dans un texte qu'il a repris dans un de ses livres, et qui était un vrai livre de retour au judaïsme. Et depuis, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution, une confirmation Oui, il y a eu une évolution, il y a eu surtout un approfondissement. J'ai travaillé depuis Le Testament de Dieu pendant 30 ans. J'ai travaillé pas assez. On n'étudie jamais assez. En plus, je ne maîtrise pas l'hébreu, je le déchiffre, mais ce qui est un terrible handicap. Donc, je suis un petit juif. Mais un petit juif qui a beaucoup avancé entre Le Testament de Dieu et l'esprit du judaïsme. Et cette part-là de ma vie est devenue très importante. Alors, j'allais vous poser une question, justement, dans ce sens-là. J'essaye de la formuler sans chutzpah. Vous parlez justement de ça, de votre côté juif très prononcé. Vous dites qu'en finalement, ça porte toutes vos actions aussi, donc c'est très fort. Et pourtant, comme vous le dites, vous n'avez pas étudié l'hébreu pas assez. Et vous auriez pu, vous êtes brillant, vous auriez pu apprendre l'hébreu, apprendre en yeshiva. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, comme Benny Lévy a pu le faire? Pardonnez-moi pour cette question, peut-être. Non, mais c'est une question difficile. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé au bout? Je ne sais pas, parce que aller au bout, ça voulait dire tout de même, ça voudrait dire prendre congé de l'Europe. Et j'ai l'impression que ce que j'ai à faire en Europe n'a pas été fait encore. Et vous savez que je défends l'idée d'un judaïsme qui participe, certes, de la rédemption du peuple juif, mais aussi de celle des nations, qui y œuvre en secret, le plus souvent. Je crois beaucoup à ça. Et je crois que ce que j'ai à dire aux nations d'Europe, il m'a fallu le temps de le dire. Alors on verra maintenant ce qui va se passer. Peut-être ai-je dit l'essentiel, on verra bien. La résistance française, ceux qui pensent qu'il va falloir sortir de l'Union européenne par l'article 50 rapidement et que cette construction n'a pas d'avenir. Alors, une première question, est-ce que dans une démocratie au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir des sujets tabous? Deuxième question, pourquoi il n'y a aucun neurosceptique sur ce plateau pour débattre avec vous? Bernard-Henri Lévy. Parce que ce n'est pas... On peut débattre ailleurs et je crois que chacun de ceux qui sont ici ont l'habitude de débattre. Mais ce soir, ce n'était pas un débat. Si en France même, on continue de faire comme si on continue de jouer l'Europe honteuse. Si en Lettonie, on continue à faire tous les ans le grand hommage au Waffen-SS sans que personne ne trouve à y redire au niveau de l'Union. Absolument. Carrément. Absolument. C'est un scandale chaque année, tous les 15 mars. Mais mon cher ami, il y a 10 ans, il y a eu une grande affaire en France. La mairie de Paris a proposé
à un artiste antisémite de créer un monument il y a 10 ou 12 ans, je ne sais plus comment il s'appelait, de créer un monument à la mémoire, en hommage à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a eu une mobilisation citoyenne pour l'empêcher, au nom précisément des valeurs si difficilement acquises de l'Europe. Donc, tout ça, c'est ce dont je veux parler quand je parle de cette hantise qui doit habiter les futurs bâtisseurs de l'Europe. Et je me souviens, et ce sera mon dernier mot... Sans vouloir jouer le trublion, juste vous avez parlé de bagarre. Ça fait 60 ans qu'on subit la propagande européiste sans pouvoir justement se bagarrer. Il n'y a personne qui a pu venir... depuis le PCF, en fait, dans les années 50, sur un plateau télé, pour à un moment donner le là de ceux qui sont contre la construction européenne et qui la refusent. Premièrement, il est inexact qu'on n'entende pas les adversaires de l'Europe. On les entend sans cesse. Guignol, c'est pas la peine. Chaque fois que Marine Le Pen prend la parole... Et Marine Le Pen n'est pas contre l'Europe, monsieur, elle n'est pas pour en sortir. Bien entendu, elle est fondamentalement anti-européenne. Elle en mange. Et ce qui me chagrine le plus, c'est même pas qu'on entende si souvent et même assez constamment les adversaires de l'Europe, c'est que les partisans de l'Europe soient si timides. Je me rappelle au moment du vote en France, pour la Constitution européenne, pour le oui ou pour le non, ce oui qu'il a emporté à une si faible majorité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ceux qui votaient non, en France. Ailleurs, on n'a pas demandé, et partout où on a demandé, c'était non. Il n'y a personne qui a voté oui. Oui. Hollande, Irlande... Ceux qui votaient non, avaient un non assertorique, catégorique, argumenté. Ceux qui votaient oui avaient un oui timide, à peine affirmé. Et le discours des partisans du oui n'était jamais de dire « on va construire un objet politique nouveau », une chimère absolue qui va mener les peuples vers une paix, une prospérité nouvelle. Barroso l'a fait discours des partisans de l'Europe était de dire... La construction européenne est le premier empire non impérial qui a été construit. Bon. Allez, l'idée n'est pas que s'instaure là... Donc, je termine ma phrase. Le discours des partisans de l'Europe était un discours qui consistait à dire que c'était bon pour leur propre nation. Allez, mais s'il vous plaît... Mais tout n'est pas si léger dans le monde merveilleux de BHL. L'écrivain aurait recours à des substances illicites, des amphétamines. C'est ce que nous ont murmuré certains de ses proches, c'est sa part d'ombre. À ces questions, son épouse ne se dérobe pas. Quand je vois son regard extraordinairement fixe comme ça, et une espèce de chose avec un horizon très lointain et dur, je me dis, ah, là, il y a de la chimie qui est passée par là. Bernard-Henri Lévy se drogue. Il a recours, je vous dis, à des armes. Ce qui est important pour lui, c'est son œuvre et ce sont ses combats. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. Vous vous mariez en 1996 et 5 ans plus tard, pour le passage à l'an 2000, vous partez en vacances à Marrakech, dans la maison de votre père. Il y a là Ariel Dombasle, Jean-Paul Antoven, le père de votre mari, avec sa maîtresse du moment, Carla Bruni, et Raphaël Antoven, donc va vous quitter pour elle, pour Carla Bruni. Le divorce sera prononcé dans l'année. Voilà pour la dimension, je dirais, people et name dropping de l'affaire. Le reste, c'est de la littérature, ça s'appelle Rien de grave, et c'est publié chez Stock, c'est super bien écrit, avec plein de phrases d'auteurs comme on aime, et une flavor Françoise Sagan, Dorothy Parker. Rien de grave, ça veut dire quoi? C'est pas la fin du monde non plus, c'est ça? Ouais, puis c'est une éthique, c'est comme ça que je suis dans la vie, rien de grave. Même quand les choses le sont un tout petit peu, c'est une manière de ne pas alourdir ce qui est déjà lourd. Voilà. Et puis Paula débarque dans votre vie à tous les deux. Dans la vie des deux héros, ouais. Des deux héros. Il était dans son bain. C'est la musique que je sois jalouse. Il me disait, mais mon amour, c'est ma belle-mère, tu vas pas être jalouse de ma belle-mère. Ça me faisait rire. Mais quand même, j'étais jalouse. Je trouvais qu'elle faisait trop la coquette. Elle était avec son père, mais je l'avais vue à la plage, au café, à table, faire l'intéressante et l'innocente, minauder, draguer tous les hommes du paysage. Oh, comme vous êtes passionnant, oh, comme vous êtes séduisant. Je la trouvais belle et dangereuse avec ses visages immobiles, comme sculptés dans la cire. Quand elle souriait, elle avait une sorte de déplacement des os qui découvrait ses dents, toutes pareilles.
taillée pareil. Je la trouvais belle et bionique, avec un regard de tueuse. Quand j'avais 15 ans, elle était déjà mannequin. J'étais fasciné par ce visage parfait. Après, j'ai appris qu'il était faux, qu'elle l'avait choisi sur un ordinateur avec son chirurgien. Alors voilà, on va vous faire des pommettes hautes, comme ça, en silicone. On va raccourcir le nez et rajouter un peu de menton pour l'équilibre du profil. Très bien les yeux. Rien n'a changé pour les yeux. Mais on peut opérer une légère incision sur les tempes, histoire de rehausser la ligne du sourcil. Qu'en pensez-vous? Quelques injections de Botox pour glacer l'ensemble. Pour les dents, vous verrez avec mon collègue. Ça me plaisait, moi, dans le fond, de décider comme ça, son visage. Je trouvais ça classe. Voilà. Adrien se lavait les cheveux. Il s'était fait une drôle de coiffure avec le shampoing, des mèches en l'air sur un côté, ça me faisait rire. Il m'a dit, t'as pas à être jalouse, t'es 1 milliard de fois plus belle qu'elle. Elle est toute refaite, toute figée, c'est Terminator, cette fille. Tu sais ce qu'elle m'a dit à l'aéroport quand je suis allé la chercher avec papa et que j'ai voulu l'aider à porter la valise? Elle m'a dit, merci, j'ai besoin de personne. Moi, les hommes, je les casse tout de suite. Et puis, de toute façon, maintenant qu'elle est avec mon père, c'est plus une femme, c'est un tabou, c'est comme ça. Alors, quelques jours plus tard, Louise croise Paula à la piscine. Elle est déjà avec Adrien, mais Louise ne le sait pas. Et elle a son sourire Terminator, dites-vous, et son visage au formol, et là, c'est terrible. Elle dit n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi et ils disent que j'ai couché avec ton mari. Vous êtes si mignons tous les deux. Il faut être ignoble pour détruire 30 bonheurs. Non, ben, c'est ça. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé dans ma vie. J'ai quand même fantasmé un peu tout ça. Moi, ça m'intéressait l'idée de ce Phèdre moderne, quoi, l'idée d'une femme qui arrive avec le père et qui repart avec le fils. Moi, je trouvais que c'était un matériel romanesquement intéressant et cliniquement intéressant, quoi. Mais... Alors, 150 pages plus tard, Louise sait à qui elle a eu affaire. C'est une méchante, ta Paula, je te l'ai dit ce jour-là au café. Je t'ai même dit, c'est une salope, une vraie fouteuse de merde. Une qui chie dans les ventilateurs et qui regarde l'effet que ça fait. Tu aurais dû me gifler quand j'ai dit ça, ou protester, ou t'énerver, mais non. Tu as juste tenté de t'expliquer, vexé, mais à peine. Non, non, tu te trompes, elle est bonne, elle est généreuse, elle a l'âme élevée. Tu parles, une vraie garce. Une qui finira toute vérolée, comme Madame de Merteuil. C'est ça que je t'ai dit. Tu ne m'as pas fait taire. Et c'est ce qui m'a le plus scandalisé. Moi, j'ai toujours été stupéfaite. Enfin, j'étais stupéfaite le jour où j'ai compris que Madeleine Chapsal et Françoise Giroud avaient été copines jusqu'au bout. Ça m'a sidérée. Elles déjeunaient ensemble, elles faisaient du shopping ensemble. Ça, j'ai du mal à comprendre comment on peut pas être jaloux. Elle nous l'a dit sur le plateau. Elle a dit, ça me soulageait un peu, on n'était pas trop de deux pour ce tempérament. Cette rouerie dont les femmes sont capables dans ces cas-là, ça vous détruit, vous. Mais en même temps, le personnage qui me ressemble le plus, Louise, elle est rouée aussi. Hein, elle est pas... Ouais, je la ménage pas non plus. Enfin, je prends pas d'épouse avantageuse avec ce personnage-là non plus. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, tout n'était pas si simple entre Louise et Adrien, avant même la rencontre avec Paula, puisqu'Adrien avait demandé à Louise d'avorter sous prétexte qu'ils n'étaient pas encore faits pour avoir un enfant, qu'il était non, il lui a pas demandé d'avorter. Ils ont décidé ensemble d'avorter parce que c'était pas le moment, quoi. Ouais. Donc il y avait quand même déjà des fêlures dans le cristal, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. L'enfant, dites-vous, aurait 7 ans maintenant, il s'appellerait Aurélien et il aurait 7 ans. Elle regrette, Louise, ça? Quand on regrette, on est malheureux 2 fois, donc non, elle regrette pas. Je sens qu'on va bien rigoler ce soir. Je sais pas pourquoi. Il y a une bonne déconne sur le plateau. Ça. Et là, Louise va s'accrocher aux amphétamines après cet avortement. Vous voulez lire ou je lis? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les livres, c'est de les lire, c'est pas de les raconter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est difficile de commenter son propre roman aussi. Ouais. C'est après l'avortement que je me suis vraiment mise à croire qu'il me manquait quelque chose. Pas assez femme, pas assez adulte, pas assez regard de tueuse, pas assez bien pour avoir un enfant avec lui, pas à la hauteur, pas assez tout. Je me suis senti tout à coup, et là c'est superbe, comme une chenille recalée à l'examen papillon. Et c'est comme ça qu'un jour, en fouillant dans les tiroirs du bureau de mon père, je suis tombé sur ces vitamines pour le cerveau. Je savais qu'il en prenait, parfois pour travailler, pour rester éveillé, finir ses livres. Je savais que ça le rendait nerveux, concentré, irascible, rapide. J'avais toujours su qu'elles étaient là dans la caverne d'Ali Papa. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je passais devant, sans les voir. Lui-même, d'ailleurs, n'en parlait jamais, sauf avec ses copains écrivains quand ils s'échangeaient leurs recettes et leurs dosages. Alors que là, je me suis dit, c'est génial, c'est peut-être ça la solution. Je n'aurais qu'à les avoir partout, tout le temps avec moi, ces petites pilules magiques.
Et premièrement, je serai brillante, maligne, passionnante. Et deuxièmement, ce sera un peu de papa en moi. Ce sera comme s'il était avec moi. On sera deux. On est forcément plus fort à deux qu'à un. Ça m'aidera à être à la hauteur. Il faut bien ça pour être digne d'Adrien. C'est comme ça que tout a commencé. Donc là, c'est digne Intel, sur Vector, Captagon. Et puis la drogue, c'est toujours pareil. Au début, on en prend pour être bien, puis après, on en prend pour pas être mal. Donc ça se termine assez mal en cure de désintox. C'est-à-dire qu'au début, les amphétamines lui ouvrent le monde. Ouais. L'amour tient une place très importante dans votre vie depuis toujours, et on le sait, c'est Bernard-Henri Lévy, le grand amour de votre vie, qui est entré dans votre vie il y a maintenant quelques années. Ah oui. Racontez-nous cette histoire, pour le moins surprenante, étonnante, et que vous avez fini par dévoiler au grand public. Vous qui êtes si mystérieuse. Voilà, un petit peu, mais enfin tout de même, maintenant ça fait plus de 20 ans que nous nous aimons, donc fatalement les gens ont capté cet amour. Comment la rencontre a lieu? La rencontre a lieu il y a longtemps, finalement, étrangement, à travers une image. Je l'ai vu sur la couverture d'un livre. Je suis tout de suite tombée amoureuse de lui à travers une image qui était pour moi l'image de la révélation, une image christique. Et je me suis dit, je suis la seule personne qui puisse le sauver. Voilà, avec une évidence totale. Et puis après, moi, je chantais à la Scala pour un film, et lui, il était là à Milan. Et on s'est rencontrés en face de la Scala. Et puis voilà. Comme par magie. Après, on ne s'est plus quitté. C'était love at first sight. Et c'était une passion, une passion diabolique. Et il était marié, moi aussi, et tout ça était très compliqué. Vous avez tout quitté, et l'un et l'autre, pour vivre votre histoire d'amour au grand jour? Oh, c'était plus compliqué que ça. On est resté dans l'illégitimité, le secret, le mystère pendant 7 ans. Backstreet, comme on dit. 7 années les cachées. Rendez-vous secrets, oui. C'était très difficile. Il y avait les paparazzis, etc. Ça a été très, très difficile de rester des amants secrets. Et ça vous a plu? Ça me plaît toujours, bien sûr, bien sûr. D'être des amants secrets. Oui. Parce que ça vous correspond finalement, cette image d'amant secret. Je trouve qu'elle correspond parfaitement avec le personnage d'Ariel Dombal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi des mondes qui se rapprochent et qui sont magnétiquement inséparables. And I mean 5 dimensions because you need to have 5 dimensions to be able to address the sun. That's what Lee had. See the first, the drawing, then you have the second, then you have the third. Then you have the personality and then the love of what you do and the understanding of other human beings and the connection. C'est la question qu'on vous pose souvent. Qu'allez-vous donc y faire? Pourquoi vous engager dans tous les combats en Libye, Syrie ou ailleurs dans le monde? Les Juifs étaient dans les révolutions de 1917, par exemple. Ils ont cru à toutes les révolutions. Et... je pense que c'est leur honneur. C'est leur honneur, même s'ils ont fini au goulag c'est pas forcément leur bonheur, mais c'est leur honneur, oui. Oui, je pense. Vous ne pensez pas qu'il y a des illusions alors, dans tous ces combats? Mais prendre le risque d'être illusionné, en espérant qu'il y a une petite chance qu'on ne le soit pas, petite chance que ce soit vrai, c'est un beau risque. Moi, je me suis mêlé, vous parlez de la Libye, j'ai applaudi et j'ai un peu contribué à cette révolution libyenne, en sachant que c'était vraisemblablement une illusion. Je le dis à toutes les pages du livre que j'ai consacré à cette histoire. À l'époque, en octobre 2011, c'est-à-dire que c'était mon journal de ces mois redoutables. Donc j'ai écrit au jour le jour et ça a été publié sur l'instant même. Et puis il y a eu un film qui a été publié quelques mois après la chute de la dictature en Libye. Et n'importe quel lecteur de bonne foi verra que j'envisageais absolument que ce puisse être une illusion. J'étais d'une incroyable anxiété, mais il y avait une petite chance pour que ce ne le soit pas, ou que ce ne le soit pas tout à fait. Et de fait, d'ailleurs, je crois que ça n'a pas été tout à fait une illusion, par parenthèse, mais enfin ça, il faudra entrer dans le détail. Ben, cette chance-là, il valait la peine de la courir pour un homme, pour un Français et pour un Juif. The war in Gaza was a defensive war.
You often say, and you said earlier in this interview, that you support interventions when oppressed people on the ground call for help against oppression and violence. That's why you supported Libya, not Iraq, you say. But here's my question. How come you've never supported calls for an intervention against the Israeli occupying force in the West Bank? How come you didn't call for a no-fly zone over Gaza in 2014 when the Israeli Air Force was killing 500 Palestinian children in the space of a single summer? Why the double standard? Because as long as... it is not a double standard. As long I would call from what you say, if Hamas in Gaza stopped to send rockets above Israel. Come on, Bernard-Henri Lévy. You now sound like... What's the difference between what you're saying and what Bashar al-Assad says? He says, I'll have a no-fly zone when the rebels stop firing rockets. What's the difference between that argument and the Syrian government's argument? There's no difference. Either you protect children from bombs or you don't. And in Gaza... No. In Gaza, first of all, the result of the war in Gaza has nothing to be compared. 2,800 dead in Gaza is not quite comparable to the 400,000 dead of Syria. No one's comparing death tolls. We're comparing the argument you're making. Why not call for a no-fly zone over Gaza when Gazan children are being bombed? When we are speaking of flesh, when we are speaking of real lives, when we are speaking of children and women killed in atrocious situations, you cannot say that you cannot compare 2,800 and 400,000. I just want your... I'm saying 500 kids are dead in Gaza. Why didn't you call for their protection? 400,000 times, 400,000 You've made that point. Syria is worse than Gaza. You've made that point. Now answer my question. Why did you not call for a no-fly zone to protect Palestinian children from being killed in Gaza? It's a simple question. I am absolutely in favor to protect the Palestinian children in Gaza, of course, but I am... First of all, I am in favor of stopping Hamas to bomb his neighbor, which is Israel, with rockets, with absolutely no motives. The rocket launching began after Israel left Gaza, after Israel redeployed out of Gaza. If there was not rockets, there will not be war in Gaza 1 and war in Gaza 2. Okay, your critics might say, Bernard-Henri Lévy, I consider the war in Gaza was a defensive war. Mon cher Laurent, je vais être très franc avec vous, je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire de manière inconditionnelle ce soir, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, si vous m'y autorisez, c'est de demander pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive, mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains et non pas comme des bêtes, leur demander pardon pour les dessins choquants, les bandes dessinées obscènes et dégradantes de mon cru qu'elles ont pu voir. Je leur demande pardon parce que le jeune homme qui a commis ces dessins il y a 30 ans n'était pas un jeune homme à qui j'aurais serré la main aujourd'hui. Et je demande pardon également à tous ceux qui ont combattu avec moi pendant 20 ans et qui doivent aujourd'hui peut-être tomber de très haut en se disant mais comment cet homme, il y a 3 décennies, a pu commettre de telles abjections. Et j'aimerais aussi demander pardon à Bernard-Henri Lévy. Voilà, je pense qu'il est impossible pour moi de prendre la parole ce soir si je n'adresse pas du fond de mon âme et du fond de mon corps un pardon à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées, soit parce qu'elles ont été blessées dans leur chair ou dans leur mémoire, par ces dessins obscènes et dégradants. Pas simplement pour moi, pour tous ceux qui ont eu accès. Donc vous comprenez que certains juifs français envisagent ou même passent à l'acte et décident de partir, de faire l'Aliyah. Oui, je comprends que des juifs français décident de partir en Israël pour continuer de construire le sionisme.